Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur Matin Libre Télévision. Vous nous suivez sur le www.matinlibretv.bj. Bienvenue donc à cette tribune d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale. Elle est restée donc marquée par la proclamation des résultats issus des élections du 11 janvier 2026. Les résultats définitifs pour les législatives ont été proclamés le 19 janvier dernier. Il y a quelques heures seulement, nous avons eu droit à la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome pour le compte des élections communales municipales. Et nous savons déjà au Parlement, deux partis politiques se partagent donc les 109 sièges, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Pour les mairies également, les deux partis se partagent ces mairies au regard du verdict des urnes. Comment mes invités analysent justement ces faits relevant de l'actualité, vous les écouterez et nous aurons également l'occasion de finir par cette ouverture du marché de PK3, marché de friperie de PK3 à Cotonou. Voilà, et le parti FCBE, on parlera justement parce que le parti FCBE, vous le savez, est dans la course pour la présidentielle du 12 avril 2026, alors que le parti a quand même enregistré un certain nombre de résultats lors des législatives et des communales. Nous allons pouvoir analyser tout ceci avec Lukman Tigani. Il est acteur politique, membre du parti politique Bloc républicain. Lukman Tigani, bonsoir. Téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Vous êtes toujours acteur politique, membre du BIR. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, merci, c'est juste pour vous taquiner. Sur ce plateau également, Mohamed Liamidi. Lui, il est analyste politique. Mohamed Liamidi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir Lukman, bonsoir aux internautes. Voilà, merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Déjà, de façon globale, comment analysez-vous les résultats, que ce soit les législatives et les communales, que nous avons eu au regard des proclamations faites par la Cour constitutionnelle et la Sénat? Lukman Tigani. Non, d'entrée de jeu, il faut féliciter encore une fois la Commission électorale nationale et toutes les instances qui sont liées, qui ont été impliquées dans le processus d'organisation de ces deux élections. C'est une élection générale, communale et législative, et nous arrivons avec la proclamation des résultats d'hier à la fin d'une étape. Il faut remercier vraiment toutes les institutions qui ont été impliquées dans ce processus. Féliciter la Sénat pour sa diligence, pour le professionnalisme dont elle a fait preuve. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on était ici, on parlait de quelques insuffisances, mais je pense que ces insuffisances n'ont pas été de nature à entacher la régularité du scrutin, à mettre en doute le professionnalisme de ces institutions. Remercier aussi les partis politiques qui, faisant preuve de responsabilité, ont décidé de concourir et de participer à ces élections-là. C'est vrai que certains partis auraient voulu être des chevaux partants, mais n'ont pas pu, parce qu'il y avait un certain nombre d'aspects liés à la loi qu'ils n'ont pas pu respecter. Nous comprendrons que cela fait partie du jeu démocratique. Remercier aussi le peuple béninois qui davantage s'enracine et réaffirme ses aspirations à un mieux-être paisible, ses aspirations à désigner lui-même ses représentants au Parlement, mais aussi ceux qui doivent le diriger au niveau communal. Remercier le peuple béninois pour ce qui a été fait. Revenant aux élections qui ont été proclamées, déjà, les résultats qui ont été proclamés pour les élections législatives et communales, je vois que dans l'ensemble, nous n'avons pas encore pu atteindre un taux de participation de 50%. Cela veut dire que ces dernières années, à la faveur des réformes du système partisan, il y a eu sûrement des trucs que nous n'avons pas pu bien faire au niveau des partis politiques. Il y a eu sûrement des frustrations. Il y a eu sûrement un manque d'appropriation du processus électoral par un certain nombre d'acteurs. Et en attendant d'analyser de près ces résultats, je pense qu'il y a toute une vague de jeunes et de primo-votants que nous n'avons pas pu, au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau des instances de la République, mobiliser
et les amener à s'intéresser à la chose politique. Très bien. Parce que là, quand même, quand on parle du taux de participation pour les élections législatives, on est à même de dire que le taux de participation est de 36,74 et pour les élections communales, c'est 36,67. On voit que ça avoisine près de 37%. Donc 37% ont pu se déplacer alors pour voter. Oui, 37%, c'est vrai que nous avons un arsenal juridique qui ne donne pas ou qui n'impose pas un seuil de légitimité du processus ou de légalité du processus. Mais il faut s'interroger quand vous avez un taux de participation aussi bas et quand vous regardez les dernières élections aussi, on se dit que notre souhait c'est d'avoir un taux de participation très élevé qui puisse revenir autour de 60-70%. Et pour quelqu'un qui, de par sa vie professionnelle, s'intéresse aux politiques et aux stratégies en faveur de la jeunesse, je pense que nous avons de plus en plus un désintérêt à la participation du processus électoral qui se manifeste au niveau des jeunes. Et les partis politiques devront, au cours de ces prochaines années, travailler à faire en sorte que les plus jeunes qui viendront, ou les jeunes qui sont là aujourd'hui, puissent davantage s'intéresser au processus électoral. C'est vrai, on les voit dans des engouements pour les activités des partis politiques, mais pour venir aller au vote, pour participer au processus électoral, ils sont de plus en plus réticents. Il faut vraiment que nous puissions travailler davantage sur ça pour faire en sorte que peut-être les élections que nous aurons dans quelques mois, nous puissions avoir un fort taux de participation qui, à mon souhait, à mon vœu, puisse tourner autour de 70% pour montrer davantage que le peuple béninois est ancré dans la pratique démocratique. Très bien. Mohamed Liamidi, est-ce que véritablement le taux de participation était un enjeu dédié à ces élections? Enjeu, oui. Parce que nous sommes dans un contexte, et c'est ça qu'il faut préciser. Dans quel contexte sommes-nous? Dans un contexte de réformes, des réformes politiques, le système partisan qui a été réformé, le code électoral, la charte des partis politiques, le statut de l'opposition, un ensemble de réformes politiques qui ont été mises en œuvre et mises en application de 2018 à aujourd'hui, donc pratiquement 10 ans de réforme. Et donc ces élections générales arrivent au terme de ces 10 années de réforme menées par le président de la République, le président Patrice Talon, soutenu par les partis que sont l'Union progressiste de renouveau, le Bloc républicain et d'autres partis aussi comme Moël Bénin, comme Renaissance nationale. Et voilà le contexte dans lequel nous sommes globalement. Et donc les réformes ayant commencé à partir de les réformes politiques à partir de 2018, donc les premières élections c'était 2019, les élections auxquelles, il faut le rappeler, l'opposition ou les partis d'opposition en ce temps n'ont pas pu participer à ces élections, et il faut préciser que ce n'est pas du fait de la loi, c'est du fait que ces partis, d'une manière ou d'une autre, ont boycotté les élections parce que n'ayant pas pu se conformer à la loi. D'accord? Et comme nous sommes dans une république, j'aime souvent à le dire, on parle souvent d'état de droit sans chercher à donner une définition claire de cela. C'est le respect de la loi. Et la loi est la même aussi bien pour la mouvance que l'opposition. Mais donc, dans le respect de la loi, il pourrait y avoir une brèche ouverte pour les discussions, bien évidemment. La discussion a toujours existé. Rappelez-vous, il y a eu ici un dialogue en 2019 auquel certains encore, partis d'opposition, ont décidé de ne pas participer. Donc la discussion a toujours existé. Et quand vous prenez par exemple le parti aujourd'hui qui fait office de principal parti d'opposition, c'est-à-dire les démocrates, depuis que ce parti est légalement constitué et reconnu en tant que parti au Bénin, je ne peux plus compter, si ça ne fait pas 3 à 4 ou à 5 fois que les différents, ceux qui se sont succédés à la tête de ce parti, ont rencontré le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon. Donc dans ces conditions, vous ne pouvez pas dire que la discussion, le dialogue n'est pas ouvert. En tout cas, il y a un camp, le bloc présidentiel qui est prêt, qui a été prêt à dialoguer, et en face, il y a les autres qui, quand ça les arrange, ils y vont. Quand ça ne les arrange pas,
ils ne le font pas. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et quand vous prenez les premières élections de 2019 où ils n'ont pas participé, ensuite, en 2023, ils ont participé. Aujourd'hui, on est en 2026, ils ont également participé à tout au moins aux législatives parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour les deux autres, la présidentielle et les communales. Et donc, quand on prend le taux de participation 2023, où ils avaient participé, tous les partis, que ce soit opposition ou mouvance, avaient participé, on a eu environ 6 partis, je crois, en 2023, et en 2026, nous avons eu également 5 partis, donc aussi bien opposition que mouvance. On a le taux 2023 et 2026, le taux tourne toujours autour de 36-37%. Or, on vient, comme je l'ai dit, nous sommes dans un contexte de réforme. Donc, quand on analyse ça sous cet angle, il y a à dire que le peuple progressivement adhère aux réformes. Enfin, quand vous dites progressivement, 36%, 37%... Oui, j'ai parlé de 2019, j'ai parlé de 2023 et j'ai parlé de 2026. Il faut mettre tout ça ensemble. Tout au moins, si on n'a pas fait mieux et on est resté là où on est, c'est déjà bien. Vous savez, on est en politique. L'ennemi du bien, ce n'est pas le mieux. L'ennemi du bien, c'est le rien. D'accord? Donc, de 2023 à 2026, on reste autour de 37%. Certes, c'est de la responsabilité de tous les partis, que ce soit de l'opposition que de la mouvance, que de faire en sorte que le taux de participation soit élevé. C'est de la responsabilité des deux camps. Mais à tout le moins, il y a des Béninois qui sont sortis à 37%, 37%, et ce taux de participation constitue des Béninois, et c'est un socle solide de Béninois convaincus et engagés par rapport aux réformes qui ont été opérées. Et donc, désormais, on peut noter que les Béninois ne votent plus par suivisme ou par habitude, ce qu'on avait entre-temps, mais ils votent par conviction. Et c'est ça le taux que nous avons là. Et il revient, comme je l'ai dit, au parti de travailler encore, notamment chez les primo-votants. C'est surtout eux. Parce que tout ce qui a été fait dans les 10 années de gouvernance du président Talon, tout ce qui a été mené comme réforme, c'est essentiellement les jeunes qui en bénéficieront. Et c'est eux qui doivent comprendre et adhérer à cette vision, adhérer aux réformes pour les élections à venir, le prochain scrutin, certainement déjà la présidentielle, le parti doit relever ce défi-là, faire en sorte que le taux s'élève et que les scrutins à venir aussi, qu'on ait encore un taux beaucoup plus élevé pour permettre à tous les Béninois, idéalement tous, mais tous ceux qui sont en âge de voter, de pouvoir faire le choix parce que l'arme puissante qu'a l'électeur, je le répète encore une fois, c'est le bulletin de vote. Et donc, ce geste qui consiste à voter, c'est un geste important. Avec ce taux de participation, cela a soulevé tout de même une certaine polémique. Pour certains, certains sont des défenseurs de l'obligation du vote pour le citoyen, pour l'électeur. Est-ce que le Kwantigani, on devrait rendre obligatoire le vote du citoyen et de l'électeur? Je pense que le droit de vote est une faculté que nous donnons aux citoyens. Il lui revient d'en faire usage comme il le veut. Mais pour faciliter l'utilisation responsable et républicaine de ce droit de vote, il revient aux acteurs politiques de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments dans le discours, dans la posture, dans l'environnement que nous créons pour le processus électoral, pour faciliter la jouissance de ce droit de vote aux citoyens. C'est pour ça que je suis d'accord qu'on ne peut pas faire de ce droit. On ne peut pas en faire une obligation. On peut pas en faire une obligation. Mais on peut renforcer ce droit-là par un certain nombre de mécanismes, de stratégies, de dispositions que nous mettons en place. C'est vrai que nous sortons des réformes politiques et que non seulement les habitudes ont été bousculées, mais ceux qui votent par habitude, ce n'est plus eux qui sont majoritaires. Parce que vous l'avez dit, il y a de primo-votants, il y a de nouveaux votants qui viennent voter, mais il faut trouver un élément accrocheur qui amène ces nouveaux votants, ces primo-votants à aller voter. Et cet élément accrocheur, malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé au niveau de partis politiques. C'est vrai qu'on a fait de la campagne, peut-être on ne va pas revenir sur ça, on a fait la campagne dans un contexte donné. Tout le monde avait la tête tournée vers les fêtes de fin d'année. Ça ne justifie pas forcément ça. Il y avait la CAN aussi. Il y avait un certain nombre d'événements qui tournent autour de ça. Ce n'est pas forcément la raison principale. Mais le discours que les acteurs politiques
il y a quelques mois, il y a quelques années, tenait dans l'espace public n'est pas un discours de nature à motiver le jeune ou le primo-votant à aller aux élections. Quelquefois même les partis politiques, peut-être dans un aveu d'échec ou dans le plébiscite d'une victoire, tenaient des discours pour le citoyen, son vote n'était plus utile. Quand vous avez des partis politiques qui viennent dire sur la place publique, nous avons déjà gagné. Quel que soit ce qui arrive, nous avons déjà gagné. Le citoyen regarde et dit, pourquoi je vais voter s'ils ont déjà gagné? De l'autre côté, si vous avez des partis qui disent, nous avons été exclus, alors que la vérité est tout autre. Si vous avez des partis politiques qui, parce qu'ils n'ont pas pu se mettre en conformité avec la loi de participer aux élections, mais haranguent la foule, tiennent un discours qui est de nature à faire croire que le processus dans lequel nous sommes est un processus vicié ou un processus arrangé d'avance, pour le citoyen, il ne sert plus à rien d'aller voter si le processus est arrangé d'avance. Cela veut dire que dans l'espace public, nous devons connaître en tant que parti politique le discours que nous tenons à un moment donné du processus électoral. Nous faisons des débats d'idées, nous faisons des guerres de positionnement ou des guerres autour des tests législatifs ou autour d'un certain nombre de choses, mais le fait que le citoyen aille voter est de notre responsabilité, que l'on soit partie de la mouvance ou partie de l'opposition, et qu'on soit même acteur de la société civile, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Dans ces élections, j'ai comme l'impression qu'il y avait une société civile qui était totalement absente. Elle s'est peut-être affichée sur des questions de crédibilité du processus. Bon, est-ce que ce n'est pas parce que la société civile s'est sentie donc écartée du jeu politique? Parce qu'il est arrivé même que certains acteurs politiques puissent dire aux acteurs donc non politiques que vous n'êtes pas concernés par l'univers politique? Il n'y a pas de disposition légale au Bénin qui exclut les acteurs de la société civile dans le débat politique. C'est peut-être dans le débat partisan qu'ils n'y sont pas, mais dans le débat politique, ils doivent jouer un rôle. Ils doivent jouer un rôle en amont. On a vu un groupe d'acteurs de la société civile qui a joué un rôle en amont en demandant un audit du fichier électoral. Mais une fois que l'audit du fichier électoral a été fait, qu'est-ce que ces acteurs de la société civile ont fait pour que les acteurs, les citoyens qui sont inscrits sur le fichier électoral puissent aller au vote? Bon, il faut dire que ce sont les acteurs politiques qui ont demandé notamment les membres du parti. Oui, mais soutenus par des acteurs, soutenus, discours relayés. Il ne faut pas avoir peur de discours relayés. Ils ont sollicité les acteurs de la société. Discours relayés, processus soutenu, implémenté majoritairement par des acteurs de la société civile. Mais au lendemain de ça, qu'est-ce que les acteurs de la société civile ont fait pour que les citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale puissent aller voter? C'est pour vous dire, ce n'est pas seulement les partis politiques. Les acteurs de la société civile doivent davantage jouer un rôle. C'est pour ça que je pense que les organisations de la société civile qui s'intéressent sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie, sur les questions électorales, doivent s'asseoir et revoir aujourd'hui quels sont les facteurs qui sont à la cause de ce faible taux de participation et trouver aussi en leur sein des stratégies pour renforcer cette participation des citoyens. Très bien. Venons-en maintenant aux résultats proprement dit, Mohamed Liamidi. Quand on prend les communales et puis les législatives, deux partis politiques, justement, se partagent au regard du verdict des urnes, bien évidemment. Donc, que ce soit les sièges donc, au Parlement, que ce soit des sièges dans les communes, l'UPR et le Bloc républicain. Est-ce que ces résultats que nous avons aujourd'hui sont à l'image de ce que craignaient certains, surtout acteurs de l'opposition à l'époque? Qu'est-ce qu'ils craignaient? Ben, vous le savez. Non, dites-moi, posez que votre question soit claire pour que je ma ne puisse question pas... ma question est tellement claire que vous aurez du contenu. Non, dites-moi, qu'est-ce qu'ils craignaient? Si ce qu'ils craignaient, c'est d'échouer aux élections, ce n'est pas à craindre, parce que les élections, ça se prépare. Ça se prépare et ça se prépare en amont et ils ont eu tout le temps pour le faire. Maintenant, il y a, peut-être que c'est là qu'il faut nuancer, il y a une partie de cette opposition qui, je vais dire plus ou moins dans une certaine sérénité, tout en ne manquant pas de dire ce qui, selon lui, ce parti, ne va pas ou n'est pas suffisamment bien. Je lui dis la FCBE. Il y a ceux-là qui se sont préparés aux élections, donc ils ont pu quand même candidater et le dossier a été validé par la Sénat pour l'élection présidentielle.
pour les élections législatives et bien aussi pour les élections communales. Et en face, il y a cette autre partie de l'opposition qui d'ailleurs se réclame le seul parti de l'opposition, qui dit que les autres ne sont pas partis d'opposition. Et qui... Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être se disent le parti du peuple. Mais est-ce que le peuple est de l'opposition? Eux, quand vous leur dites que tel parti aussi est le camp de l'opposition, ils disent non, que FCBE n'est pas de l'opposition. Donc c'est eux qui détiennent le titre foncier de l'opposition. Bon, en tout cas, on a passé cette étape-là quand même. Les résultats du vote ont prouvé qui est le vrai parti du peuple. Parce que vous faites bien de le dire, parti du peuple. Quand vous prenez aujourd'hui les résultats, on sait qui est le vrai parti du peuple. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il a fait le 11 janvier? Il a pris en présence même, parce que le parti d'opposition, le principal parti d'opposition, les démocrates, c'est en leur présence que le peuple a préféré, a choisi d'emblée les deux partis, les deux grands partis, et le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, ces deux partis-là. Le peuple allait les déposer à l'Assemblée pour dire que vous vous occupez de la législation, vous vous occupez de voter les lois qui permettent à la vision qui gouverne le pays et qui gouvernera le pays à partir de mai 2026, de pouvoir trouver solution aux problèmes des Béninois. Et également, au niveau des élections communales, c'est-à-dire des exécutifs locaux, le peuple a également trouvé que c'est UPR et BR qui peuvent coordonner la vie au niveau, ou gérer du moins le quotidien des populations dans chaque commune. Et c'est ce que nous avons observé. Le processus électoral a été clair, inclusif et transparent. On l'a vu. 16% et donc, de l'électorat qui, par exemple, ne se retrouve pas au Parlement. J'en viens. Donc, le processus a été transparent, clair et inclusif. Et tout le monde a pu voter, tout le monde a pu participer. Donc, le résultat que nous avons là sous les yeux, que ce soit pour les législatifs, les élections législatives, pardon, que ce soit pour les communaux. Donc, ce n'est que la traduction fidèle de la volonté du peuple. C'est lui qui est le souverain, c'est lui qui a choisi de configurer l'Assemblée de cette manière et également les mairies de cette manière. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à cette volonté du peuple et de voir maintenant quelle sera l'offre, c'est-à-dire la gestion que fera ces partis-là pendant cette année, le septennat qui commence là. Et donc, ce n'est qu'au bout de ça qu'on pourra juger et voir si le peuple a réellement bien fait de confier la gestion du quotidien et du Parlement à ces deux partis-là. Et que faisons-nous alors vous parlez des 16%, oui. Des 16% de l'électorat qui a voté pour le compte du parti, les démocrates, pour les élections législatives. C'est aussi une partie du peuple béninois. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit. Et la loi dit que pour pouvoir lever des sièges au Parlement, donc pour pouvoir siéger, il faut avoir reçu de l'onction du peuple à hauteur de 20% par circonscription. Et je précise ici, dans chaque circonscription, c'est ce qui est dit dans la loi. Parce que certains ont voulu interpréter, je pense que le parti d'opposition, les démocrates, c'est sur ça qu'ils sont en train de jouer. Ils disent que, est-ce que 20% par circonscription, c'est 20% dans toutes les circonscriptions. Donc, c'est ce que la loi a dit. Et le peuple est au courant. Le code électoral a été révisé en mars 2024. Et les élections générales, ont lieu là maintenant en janvier 2026 et il y aura la présidentielle en avril 2026. Donc de 2024 à 2026, tous les acteurs politiques, tous les partis concernés, les partis politiques je dirais, ont eu le temps d'aller vers le peuple pour expliquer au peuple, voilà ce que la loi dit. D'accord? Et à partir de ce moment, se préparer pour affronter ces joutes électorales. Mais qu'est-ce que nous avons constaté, et personne ne me démentira là-dessus, que pendant tout ce temps, que j'ai dit environ 2 années, où ils devaient se préparer, le parti comme les démocrates, ils ont passé le clair de ces 2 années-là à contester. Ils ont passé le temps dans la contestation, ce qui, d'emblée, justifie le fait qu'ils n'ont pas pu lever et avoir les 20% dans chaque circonscription et lever de sièges au Parlement. Donc, le peuple sait dans quelles conditions le vote se déroule et comment il faut que le parti performe pour avoir
pouvoir se positionner au Parlement. Donc, si le peuple a choisi, c'est la volonté du peuple, on ne peut que respecter. Merci beaucoup à vous, Mohamed Liamidi. Par rapport aux résultats, la mouvance, les soutiens donc, du président Patrice Talon se retrouvent au Parlement et dans les conseils communaux, tout simplement. Oui, c'est la consécration des actions qui ont été entreprises depuis 2016. C'est le message que cela traduit? Oui, c'est le message, la consécration des actions qui ont été entreprises depuis 2016 sous le leadership du chef de l'État, accompagné par ces deux grands partis politiques, sans oublier les partis qui, à un moment donné, ont voulu continuer d'accompagner aussi ces actions. On a parlé du MOEL, Renaissance nationale, qui à un moment donné a décidé de rentrer de se fondre dans un grand parti politique. Je pense que le peuple a été observateur de tout ce qu'il y avait comme remue-ménage, tapage entre les acteurs politiques, tout ce qu'il y a eu comme plainte, discours politiques tenus par les partis de l'opposition, les partis de la mouvance, et a décidé à un moment donné qu'au regard de ses aspirations, au regard des perspectives de développement qui s'offrent à lui, de donner quitus au parti Bloc républicain, au parti Union progressiste, le Renouveau, pour d'abord porter sa voix au niveau du Parlement et ensuite participer plus activement à la gestion des communes, à la gestion communautaire à travers les municipalités et les communes. Le peuple pense que, c'est ma lecture que je fais, que le parti LD, principal parti de l'opposition, que le parti Force pour Bénin émergent, parti de l'opposition, que le MOEL, parti de la mouvance présidentielle, ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore aguerris pour aller conquérir des sièges au Parlement ou pour que les populations puissent leur confier la gestion de leur municipalité. Ce n'est pas un rejet, mais c'est un appel à ces partis politiques à changer de stratégie, à voir un peu plus pour les 7 prochaines années quelles sont les méthodes, quels sont les discours, quels sont les acteurs qui l'impliqueront, qui mettront dans la danse pour que dans 7 ans, ils puissent revenir, peut-être renverser la tendance. Très bien. Vous le dites si bien, nous avons entendu quand même une personnalité politique de l'opposition, Daniel Eda, pour ne pas le nommer, qui exprime justement sa désolation au regard de tout ce qui a été fait à l'issue de ces élections, mais qui demande une certaine restructuration, une certaine recomposition de l'opposition béninoise. Oui, c'est ce que je dis. Si l'opposition béninoise veut exister, elle se retrouve dans un tournant où elle doit se recomposer, non seulement dans le choix des acteurs et la qualité des acteurs politiques qui vont animer cette opposition, mais aussi dans le discours et dans la démarche de cette opposition. Cette opposition doit comprendre que les portes de dialogue ou les ouvertures de dialogue qui lui ont été offertes ces dernières années n'étaient pas de nature à faire taire ses voix, mais étaient de nature à consolider non seulement son existence sur l'échiquier politique national, mais aussi à renforcer notre vivre ensemble. Ça a été mal perçu. Les résultats sont là aujourd'hui, ils ne seront pas au Parlement, ils ne seront pas dans la gestion directe de nos communes, mais ils seront présents dans le débat politique. Parce que le débat politique ne se fait pas seulement au Parlement, il y a ce qu'on appelle l'opposition non parlementaire. Vous avez des voix et des plateaux, des canaux sur lesquels les acteurs de l'opposition peuvent s'exprimer. Ils auront le temps de s'exprimer, de mieux s'organiser et de trouver, je pense que le principal défi de l'opposition aujourd'hui, c'est de trouver un véritable leader, capable non seulement de diriger les hommes, capable de trouver un conciliabule pour taire les intérêts personnels qui quelquefois prennent le dessus, capable de laisser son ego et de faire vivre le groupe, et capable de trouver avec le groupe un discours, un message qui puisse être une alternative au peuple après au peuple dans 7 ans. Très bien. Et ce dont vous parlez, la recomposition dont vous parlez, est-ce que c'est l'union de toutes les forces de l'opposition en un bloc ou de quoi parlez-vous concrètement? Moi, je vois de ma position, je vois même le principal parti de l'opposition rassembler autour de lui? Non, je vois même ce principal parti de l'opposition repartir à zéro. Je ne suis pas membre du parti Les Démocrates,
Mais si je devais faire une proposition d'essayer de demander au Parti les démocrates de repartir à zéro, il y a des fondations, il y a des acquis, mais c'est de construire autour de ces acquis-là et d'être ouvert aux autres. Ouvert aux autres, c'est de dire, nous sommes peut-être prêts à perdre un certain nombre de choses. C'est ce que les autres partis politiques ont fait. Vous avez parlé par exemple de Renaissance nationale qui s'est fondue à un parti politique. Ce n'est pas Renaissance nationale seul qui a perdu ses acquis. Le parti qui a absorbé aussi a perdu un certain nombre d'acquis. Parce que d'autres viennent, il y a des terrains qui étaient occupés par l'autre lorsqu'ils viennent et les perdent. Mais qu'au niveau du principal parti de l'opposition, qui comprennent qu'ils ont des acquis, mais que dans un processus de recomposition, les gens pourraient venir autour, les gens pourraient travailler autour d'eux. Il y a des acquis qui peuvent perdre, qui n'est pas peur, par exemple, de perdre les noms. Si on pense que, par exemple, le nom, les démocrates doivent être forcément gardés et que c'est ce nom qui fait que d'autres ont de la réticence à venir, il faut savoir faire un profil bas. Parce qu'ils ont 7 ans. Construire un parti politique pendant 7 ans, je pense que c'est un temps idéal pour se positionner dans 7 ans comme une véritable alternative au peuple. Et c'est une longue durée aussi. Oui, c'est une longue durée où on aura à travailler. Ils ont un vivier sur lequel ils doivent travailler aujourd'hui. Ils ont une jeune génération avec laquelle ils doivent travailler. Ils ont aujourd'hui au sein de leur parti, ils ont des valeurs jeunes que je vois qui peuvent être ceux qui pourraient porter cette dynamique de l'opposition. Mais comme je dis que les gens laissent leur ego, qu'au niveau du parti même, ils laissent leur ego, et que ceux qui doivent venir viennent et qu'ils rebattent les cartes. Très bien. Le futur parti de l'opposition peuvent ne pas être appelés les démocrates, que ça ne fera rien. Il ne faut pas que, par exemple, les gens pensent que avoir le nom du parti est un apanage. Le futur parti de l'opposition peut ne pas être dirigé par Thomas Boni Yahi, ce n'est encore rien. Le futur parti de l'opposition peut aller chercher son ancrage dans une autre zone ou autour d'autres acteurs politiques, mais il faut que ces acteurs qui veulent animer l'opposition à partir de 2026 sachent qu'ils ont une responsabilité devant le peuple. C'est d'être cette alternative, de faire des propositions à la gouvernance qui se fera de 2026 à 2033, de faire des propositions pour cette gouvernance-là, pour qu'en 2033, le peuple puisse être en mesure de faire un choix plus éclairé. Très bien. La reconfiguration de l'opposition, comment vous la voyez? Je vais apporter, la réponse à cette question serait juste d'apporter une nuance ou une précision à ce que Lokman a dit. Vous savez, c'est ça le problème que nous avons, cette terminologie. C'est, je veux dire, cette façon d'étiqueter, de cataloguer. D'accord, l'échiquier politique, c'est ça qui pose problème, c'est ça qui nous amène dans ce débat qui en réalité ne nous font pas avancer. Bon, c'est les habitudes de la démocratie. Non, la démocratie n'a pas dit forcément mouvance opposition. Pour moi, cette terminologie-là, c'est des indicateurs de sous-développement. Nous sommes à quelle étape en fait, du processus? Même quand vous allez dans les démocraties très avancées, vous allez entendre des partis de gauche, des partis de droite, des partis travaillistes, des partis conservateurs, des partis progressistes. Nous avons des idées divergentes, mais nous avons des idées divergentes. Les partis, peut-être ne pas utiliser le mot opposition ne veut pas dire qu'on n'a pas des idées. L'opposition, c'est là où je vous rejoins. L'opposition n'est pas une idéologie. Non, on n'a pas ici, on te dit que il était opposant. Maintenant, il est mouvance. Quand il dit il était opposant, c'est une façon de désigner les choses. Non, il faut être plus accessible. C'est cette perception des choses qui doivent changer. Et moi, je leur dis tout court que s'ils se mettent encore dans la même logique, il y a encore de fortes chances qu'ils échouent. D'accord. La reconfiguration. À quelle étape sommes-nous par rapport au développement? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est de ça que les populations ont besoin. Les problèmes des populations, c'est-à-dire boucler les fins du mois, inscrire les enfants à l'école, faire en sorte que les enfants aient accès à des soins de santé de qualité, tout ça, et pour nous tous qui sommes ici, ce n'est pas une question d'opposition ni de mouvance. Non, ce n'est pas avec l'opposition qu'on règle ça. Ce n'est pas avec la mouvance qu'on a solution définitive. C'est-à-dire que de l'assurance, mais ce que nous faisons chaque jour pour régler le problème des populations. Aussi bien, ça commence par la réflexion, et donc des propositions. Donc, si on n'est pas d'accord avec la vision qui gouverne actuellement le pays, il faut aller à une proposition de vision alternative. Et alors, pouvoir faire le débat, vision contre vision, c'est de se constituer, c'est de se constituer d'abord en un parti politique, avec pour vision l'alternance. Donc, d'être un parti d'alternative. Pourquoi nous avons un statut de l'opposition? Non, si l'opposition ne doit pas, ça n'est pas là le problème. Nous avons attendez ce que je dis. Oui. Statut d'opposition, c'est quoi? C'est que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait là. Par conséquent, quand on suit la loi telle que c'est là actuellement, tu ne peux pas avoir des postes au niveau de l'exécutif.
ou des postes de décision. C'est ce que ça veut dire parti d'opposition là. Hein. C'est ça, hein. La charte d'opposition là, c'est ce que ça consacre. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Mais quand vous avez tout part des idées que vous avez, et donc c'est avec les idées que vous Bon, cela ne se débattez résume en pas à face. ça. Parce que cela ne se résume pas à ça, parce que même dans cet instrument juridique, il est demandé donc aux forces politiques se réclamant de l'opposition de pouvoir exposer donc des propositions pour la gouvernance. C'est ce que je dis. Exactement. Donc, la charte ne veut pas dire qu'on ne débat pas pour dire ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, si vous le faites comme ça, ce n'est pas bon. Je pense que c'est pas, mais on peut le faire mieux en faisant tel, en proposant tel. C'est ça, la politique. C'est de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'opposition parce qu'on est opposition. Prenez l'exemple. Quand le parti, les démocrates, s'est constitué directement en parti d'opposition, affirmé tout de go, ils sont même nés dans l'âme opposant. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ils se sont opposés à tout, même à ce qui est bien, même à ce qu'eux-mêmes ils ont proposé comme amendement, comme arrangement de ce que le gouvernement propose. Ils se sont encore opposés à ça. Vous voyez? C'est ça le drame. Parce que pourquoi? Parce que dans leur ADN, c'est opposition. Et donc, à partir du moment où c'est opposition, tout ce qui vient de talent, il faut dégager. Tout ce qui vient de talent, bon, il faut ce n'est pas vrai, parce que quand vous écoutez... Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Non, quand vous... Moi, je ne parle pas, je ne fais pas... Ce que je dis là, ce n'est pas des incantations. C'est ce qui s'est passé de 2023 à 2026. Non, mais parce que, justement, quand vous dites qu'ils sont contre tout, ils ne sont pas contre tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que j'ai reçu tout le domaine des acteurs ici qui ont dit il y a des choses. Chabi, par exemple, j'ai reçu Chabi Yahi. Vous avez entendu Guy Tokpe à des sujets donnés. Écoutez, quand nous viendrons, il y a telle chose. Oui, ils l'ont dit. Je parle de 2023 à 2026. Mais je parle de la base de ça que les électeurs ont jugé. Et c'est ça qui a donné les 16%. Très bien. La reconfiguration pour parce que vous êtes parce qu'ils sont partis de 24% en 2023. Lorsque vous partez de 24%, environ 25% de l'électorat, et que vous vous retrouvez à 16%, donc 10 points de moins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas performé. Ça veut dire que tout ce que vous avez eu à faire là, les gens ont jugé que ça n'apporte pas solution à leur problème. Par conséquent, ils vous ont recalé. C'est tout. Très bien. Ça me permet, si vous le permettez, de débrayer rapidement sur le communiqué de la force Cohésion Bénin émergent. Avant d'y arriver, parce que Oui, moi je pense que les... Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit les gens. Si c'est les gens que j'ai dit, c'est pas exactement. Je voulais dire le peuple qui a voté les a recalés. Je pense que le clivage conceptuel de la mouvance et de l'opposition doit davantage être réduit dans notre pays. Je suis d'accord avec vous que de la perception commune, lorsqu'on parle de l'opposition, c'est comme si tout ce qui se fait, tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations n'est pas bon. Alors que ça devait être ce qui se fait pour améliorer les conditions de vie des populations, nous pensons qu'on peut faire autrement et que nous pouvons améliorer. Le débat idéologique n'a pas encore pris corps dans nos pays sous les tropiques. C'est pour ça que nous continuons encore de tergiverser dans nos idéologies opposition-mouvance. Quand vous voyez en France, il y a des partis qui sont plus ou moins catégoriés comme des partis qui ne participent pas, qui ne sont pas du parti qui gère le pouvoir en France. Je ne veux pas parler de gauche ou de droite. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, pour des questions d'intérêt, on cherche à constituer un gouvernement dans lequel, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que tout le monde y vienne pour trouver l'équilibre sur des questions de gouvernance ou des questions de développement. Tout à fait. Je pense que nous avons l'obligation aujourd'hui dans notre pays, si nous allons au terme de nos réformes, de commencer à mettre sur la table la question idéologique. Parce que dans notre cas de figure, où nous avons un Parlement bipartite, où vous avez deux partis politiques qui sont au Parlement, il est important que dans la gestion de la cité de 2026 à 2033, que chacun de ces deux partis se positionne idéologiquement pour savoir, dans les actions que nous mettons en œuvre, quels sont les axes de politique qui sont prioritaires pour nous et quels sont les axes de politique sur lesquels nous pensons que les populations ne pourront pas trouver des efforts. C'est sur ces éléments que nous attendrons ces deux partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est pour dire quoi? Être de la mouvance n'est pas une carte blanche pour dire nous sommes la mouvance, le bilan de la mouvance, nous capitaliserons tous le bilan de la mouvance. L'homme peut être de la mouvance
et ne pas être d'accord avec un certain nombre d'actions et penser qu'on peut le faire autrement, mais faire le débat au sein de cette majorité présidentielle-là pour que les choses puissent être améliorées. L'on peut s'estimer être de l'opposition, estimer que ce qui se fait est bon, mais qu'il y a des éléments sur lesquels on peut améliorer, on peut améliorer et se rapprocher de la majorité présidentielle, faire des propositions. Mais dans nos pays, c'est comme si nous avons deux bouts. Deux extrêmes, merci. Ceux de la majorité présidentielle qui par abus de langage ou par langage qui est dans nos textes, se réclament de la mouvance, qui sont là et qui disent nous mettons en œuvre les actions du gouvernement, ce que nous faisons, c'est la meilleure chose à faire. Et l'autre extrême qui dit ce que vous êtes en train de faire là, c'est mauvais pour le peuple. Le peuple n'a pas besoin de ça. Alors on se pose la question à un moment de se demander où se trouve le peuple au niveau de ces deux extrêmes. Qui est légitimé pour parler au nom du peuple au niveau de ces deux extrêmes. Et les élections de janvier nous montrent aujourd'hui que ceux qui sont légitimés pour parler au nom du peuple au Parlement, c'est ces deux partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Ceux qui pendant longtemps se sont estimés être partis du peuple ou parlaient au nom du peuple, n'ont pas pu haranguer le peuple, n'ont pas pu mobiliser ce qu'ils estiment être le peuple pour lequel ils sont, pour avoir les 20% et avoir droit à des sièges au Parlement pour parler. Ils n'ont pas pu rassembler des dossiers, constituer des dossiers pour être dans la compétition électorale pour les élections communales et aller diriger ou contribuer à la gestion de ce peuple-là au niveau des municipalités. Ça veut dire quoi? Que le peuple, étant un concept purement galvaudé, se retrouve entre ces deux extrêmes-là. Et il revient aux acteurs politiques de trouver le juste milieu. Et ceux qui doivent trouver le juste milieu aujourd'hui, c'est pas la théorie des faibles, mais c'est ceux qui sont dans l'illusion et dont l'illusion les a conduits aujourd'hui au gouffre. Ils ne se retrouvent pas aujourd'hui dans des faits de décision. Ils ne se retrouvent pas aujourd'hui dans des faits où il faut guider le peuple, il faut orienter le peuple, il faut trouver des solutions aux aspirations, aux besoins des peuples, parce qu'ils sont peut-être allés trop loin, ils sont peut-être allés trop vite, il faut qu'ils reviennent maintenant. Et pour revenir, comme vous l'avez dit, il faut qu'ils changent le langage, il faut qu'ils changent la posture, il faut qu'ils changent la tête des acteurs, qu'on n'ait pas des acteurs qui pensent qu'ils ont la science infuse, mais qu'on ait des acteurs qui, lorsque la porte est ouverte, lorsque la main est tendue pour le dialogue, lorsque la main est tendue pour trouver des conciliabules pour régler nos problèmes, qu'ils aient cette ouverture d'esprit, cette humilité d'accepter, venir vers les autres. Parce que nous sommes tous des Béninois. Il n'y a personne qui veuille diriger le Bénin pour nuire au Bénin. Il n'y a personne qui veuille occuper des postes de responsabilité pour nuire aux intérêts des Béninois ou mettre les Béninois dans la pauvreté. Tous autant que nous sommes, dans nos intérêts personnels, il y a un intérêt commun qui nous guide, c'est le mieux-être de nos populations. Et cela doit guider des partis de l'opposition pour qu'ils comprennent que pour le mieux-être de nos populations, ils doivent se remettre en cause, ils doivent se réorganiser et revenir avec un autre discours, un autre langage et si possible de nouveaux visages. Très bien. Merci beaucoup pour vos éclairages. On va finir très rapidement avant de passer à notre deuxième sujet rapidement parce que nous avons très peu de temps. Mohamed Liamidi, donc 39 sièges dans les conseils communaux ou du moins dans les communes pour l'Union progressiste, le Renouveau. 39 mairies. 39 mairies, oui. 39 mairies, bien évidemment 963 donc conseillers communaux. Et puis le Bière, tout de même 38, donc mairie, et puis 852, donc conseillers communaux. Mais quand vous prenez les résultats législatifs, vous voyez quand même qu'il y a également 60 de l'autre côté, 49, donc du côté du BR. Comment analysez-vous justement ces résultats comparés à des résultats antérieurs? Oui, ce qui est clair, c'est que les électeurs, quand vous prenez des deux côtés, quand on centralise l'analyse sur les deux grands partis, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau, et le Bloc républicain, qui aujourd'hui sont sur le toit du système, du paysage politique au Bénin, c'est l'hégémonie aujourd'hui de ces deux partis-là. Et c'est le peuple même qui, le 11 janvier, l'a consacré. Et donc, à partir de ce moment, quand on prend les résultats, vous avez parlé de 60 députés. 60 députés correspondant à, je crois, 41 ou 41
de suffrages exprimés, et pour le Bloc républicain, 39 députés correspondant à 49 députés plutôt. 49 députés, avec le nombre d'électeurs qui va avec. Et ici, il faut ramener au niveau des communales, qui est une fragmentation en réalité de ce qui s'est passé dans les circonscriptions électorales législatives. C'est une fragmentation de ça qu'on a au niveau des élections communales, puisque la circonscription électorale au niveau des communales, c'est l'arrondissement. Et donc, ce qui est constant, quand on prend les deux élections-là, avec les résultats, c'est qu'il y a un parti qui a, dans tous les cas, maintenu son, comment appelle-t-on, son positionnement, qui est premier, qui est resté que premier. Donc, le cap, au regard de son credo, le cap a été maintenu, mais n'a pas réellement fait mieux. Donc, cet objectif reste à poursuivre pour eux. Et il y a de l'autre côté le Bloc républicain et le parti du cheval qui nettement a performé. Et a donc progressé, profitant aussi, il faut le rappeler, en faisant de la géopolitique, en faisant fixation sur les fiefs traditionnels, profiter donc de l'échec du parti principal d'opposition qu'est les démocrates. Et donc le BR a nettement performé, nettement progressé. Maintenant, si vous prenez au niveau des communaux, des élections communales, d'accord, et quand vous prenez le nombre de conseillers, le nombre de sièges de conseillers obtenus, vous allez voir la différence nette, la marge de progression, c'est-à-dire que la différence nette entre le PR et le BR. Maintenant, la réalité, c'est que quand vous prenez les exécutifs locaux, si on combine ça pour avoir 39 mairies pour l'Union progressiste et 38 mairies pour le Bloc républicain, chaque mairie, chaque conseil communal ou conseil municipal a un nombre de sièges qu'il faut lever. Et donc, si vous levez 20 sièges au niveau du conseil communal de la commune X, si UPR a levé 20 sièges, c'est un exemple que je donne, 20 sièges, et que le BR a noté 10 sièges, UPR emporte cette mairie-là, le BR. Donc, c'est comme ça que vous avez fait au fil. C'est-à-dire que quand on vient sur l'aspect nombre de communes contrôlées, vous n'allez pas voir nettement la différence. Mais quand vous regardez au niveau par rapport au le nombre de conseillers communaux que l'Union progressiste a pu lever, et par rapport au BR, vous allez voir nettement la progression. Donc, voilà. Le Pantigagne. Oui, je pense que vous parlez des chiffres des élections communales. Je pense que quand vous prenez les deux partis, à eux deux seuls, ils tournent autour de 95%. 95%. Du suffrage exprimé. Oui, du suffrage exprimé. Non seulement en termes de suffrage exprimé, mais aussi quand vous voyez le nombre d'électeurs, il y a eu une progression. Il y a eu environ 200 ou 300 000 nouveaux électeurs au niveau de ces partis-là. Ça veut dire que pendant ces 3 dernières années, ces partis politiques ont fait du travail. Ils ont fait un travail pour aller mobiliser davantage d'électeurs. C'est ces électeurs qui leur ont retourné l'ascenseur en disant « Vous avez été vers nous, vous avez tenu des discours, vous nous avez proposé des choses et nous pensons que sur la base de cette proposition de gouvernance communale, voilà ce que nous vous donnons quitus pour gérer nos communes. » Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le parti FCBE, qui était un parti de l'opposition, qui était le parti de l'opposition à avoir levé des sièges il y a 3 ans, n'est pas là aujourd'hui. 5 ans. Il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Les élections communales, c'était en 2020. En 2020. Il y a 5 ans, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils avaient, au lendemain de ces élections, ils avaient 6 mairies. Après, avec le contentieux, ils ont perdu un certain nombre de mairies. Aujourd'hui, ils n'ont plus ces 5 mairies. Et à ces 6 mairies, et en perdant ces 6 mairies, vous vous rendez compte que le Bloc républicain s'en est accaparé 5 des 6, en laissant seulement la mairie de Candy à l'UPR. Ça veut dire que je suis membre du Bloc républicain, soufflé que je me réjouis de nos résultats. Ça veut dire que nous avons fait un travail énorme sur le terrain. Ça veut dire que quand vous opposez les deux styles de gouvernance au niveau de ces deux partis politiques, vous trouvez après quel est le style de gouvernance qui se rapproche davantage du peuple et qui va capter davantage le peuple. On a souvent reproché à notre parti, le Bloc républicain, d'être un parti de gestion horizontale. Parce qu'on se dit, dans notre parti, il y a plus de liberté, c'est pas trop structuré, ce n'est pas carté. Il n'y a pas la verticalité. Il n'y a pas la verticalité, ce n'est pas structuré. Mais le résultat est là aujourd'hui. Parce que nous étions à une élection de proximité. Et l'électeur ne veut pas savoir c'est qui le chef en haut. L'électeur veut savoir celui qui est
à côté de lui, celui qui est dans sa communauté, qui puisse lui offrir des perspectives ou des lendemains meilleurs. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant 3 ans au niveau du Bloc républicain, en disant, après les élections législatives, nous avons restructuré le parti en disant, nous irons au contact des populations. Nous mettrons en place les entités au niveau des communautés, au niveau des communes, pour que les populations puissent se retrouver en nous. Aujourd'hui, notre percée est là. C'est vrai qu'au niveau du nombre d'élus, ça dépend aussi des choix stratégiques qui ont été faits, parce que vous savez aussi que dans le choix des positionnements sur les listes, chacun des partis fait des choix stratégiques qui puissent payer. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez 3 grandes villes au Bénin qui bousculent, qui se sont bousculées, qui rentrent prioritairement dans le jargon du Bloc républicain. Vous avez Porto-Novo. Et une grande surprise. Vous avez parce que le Bloc républicain a eu tout de même 18, et puis le Pierre a eu 15. Exactement, vous avez à Porto-Novo le Bloc républicain qui passe, vous avez à Paracou le Bloc républicain qui passe. C'est vrai que Cotonou a toujours, ces dernières années, même aux législatives, Cotonou est resté le bastion de l'UPA. C'est vrai que Boïcon, le Bloc républicain a perdu Boïcon. Mais regardez dans le... C'était il y a une seconde que le Bloc républicain... oui, mais à ce moment-là... Mais il y a des municipalités où nous avons fait des percées. Vous avez vu à Abomey, par exemple, on était à 0 conseiller communal. Aujourd'hui, nous sommes autour de 7 à Abomey. Il faut saluer le travail énorme qui a été fait à Abomey, sous le leadership d'un certain nombre de jeunes. Il y a tout de même à Gawere. Oui, à Abomey, il y a un travail qui a été fait. Même à Abomey-Kala, à Godomé ici, à Abomey-Kalali. Ce n'était pas gagné d'avance. C'est parce que nous avons su, quand nous disons au niveau du Bloc républicain, que nous sommes un parti de jeunes et de femmes. C'est parce que vous voyez que dans le positionnement de notre parti, sur ces listes-là, c'est des jeunes qui ont fait le travail. À Godomé, il faut saluer la dextérité du jeune Ansel Yaouri. Quand vous allez à Abomey, regardez le travail énorme qui a été fait par Ama Afonsobé et le jeune et le député Ama Gansé pour faire en sorte que cette localité-là puisse d'une manière ou d'une autre se positionner, faire son entrée dans le conseil communal d'Abomey. Quand vous allez à Paracou, vous vous souvenez à Paracou que nous avons perdu il y a 6 ans. Vous avez vu ce que nous avons fait à Paracou au niveau du Bloc, quand nous avons demandé aux 3 ténors que sont Charles Tokor, Saba Dambi et Rachid Badamansi de se retirer et de laisser la place à des jeunes, à de nouvelles figures au niveau de Paracou, nous avons pu gagner Paracou. Quand on venait à Porto-Novo, vous voyez, quand il y a une convergence entre les femmes et les jeunes, tout le leadership de Adidiak Baptiste, vous avez vraiment donné que nous avons pu d'une manière ou d'une autre nous repositionner et prendre la tête de la ville de Porto-Novo. Nous ferons davantage cette analyse au sein du parti pour nous rendre compte que le choix que nous avons fait de donner de l'espace pendant ces dernières années aux jeunes de s'exprimer, de donner de l'espace aux femmes, d'être en contact avec les populations, ont porté leurs fruits aujourd'hui et nous nous en réjouissons. Très bien. Voilà. En tout cas, nous allons continuer toujours à décrypter justement ces différents résultats. Malheureusement, on n'est pas le temps, mais on va finir. Vous étiez bien évidemment à l'ouverture de ce marché de friperie. Missebor, de l'autre côté, a laissé place donc, au marché de friperie PK3, une infrastructure commerciale moderne, bien évidemment. Cela suscite par ailleurs quelques grincements de dents parce qu'il y a des personnes qui n'ont toujours pas trouvé de place, d'étal dans le nouveau marché et tout ça. Missebor, c'est vraiment fini? En tout cas, c'est sûr, si ce n'est pas encore totalement fini, c'est sur la voie de finir totalement. Ou, comme le dit Matin Libre, Missebor, voilà, non, Missebor ne meurt pas, mais Missebor s'est réinventé. C'est exactement cela. Vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Quand on aspire à ce qui est mieux, ça demande toujours des efforts et des sacrifices. Mais il y a une chose qui est aussi évidente au niveau des populations. Eux, ils veulent les solutions là, tout de suite et maintenant. D'accord? Mais il faut donner les moyens à celui qui a l'opérationnel de pouvoir mettre cela en œuvre progressivement. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, je dis, si on peut sécuriser, et ce que je dis là, ça relève de la loi de Pareto, la loi 2080, pour tous ceux qui sont passés par les grandes écoles d'ingénieurs de commerce et comprendront ce que ça veut dire. Il faut prendre 80%. D'accord? D'accord? C'est-à-dire qu'il faut accepter, sacrifier 20% pour sécuriser 80%. Autrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 20%. C'est-à-dire que vous allez sacrifier 80% pour ne garder que 20%. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand vous comparez le taux de la proportion de ceux qui ont trouvé de place et de ceux qui n'ont pas trouvé de place, il est évident que ceux qui n'ont pas encore
Je dis pas encore parce que la structure qui gère les marchés, l'ANAGEM, continue toujours d'échanger avec de les mettre responsables tout en œuvre pour que tous ceux-là soient d'abord les écouter et voir progressivement comment leur trouver place pour qu'ils puissent aussi commercer dans de meilleures conditions que ceux qui ont déjà trouvé de place. Et donc voilà la structure, comment ça se présente. Donc ceux-là vont devoir patienter, les choses vont se faire normalement pour qu'à terme, le grand nombre et idéalement tous puissent travailler et faire leur commerce et profiter de cela, jouir dans de meilleures conditions quand vous visitez les marchés. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? On veut quitter un système où rien n'est contrôlé pour un système où il y a un minimum de contrôle, de mesures adaptées, qui crée donc la confiance et qui est sécurisant pour l'activité, aussi bien pour l'activité que pour ceux qui exercent l'activité et même pour les clients. Aujourd'hui, le marché de friperie, le nouveau marché de friperie, mais c'est bon, PK3, c'est comme ça que moi je l'appelle. Quand vous y allez, vous avez d'abord du plaisir à y aller parce que vous dites que là où vous allez, là, c'est un lieu sécurisé où tout est plus ou moins clair, tout est plus ou moins, comment je vais dire, accessible. Quand vous allez à Missebo, d'un temps, vous rentrez dans des... En fait, comme le disent les jeunes, dans des gloglos. C'était presque un ghetto, d'accord? On ne maîtrisait rien. Donc, le risque d'insécurité était élevé, ce qui diminue donc l'engouement des usagers à aller dans ce marché. Or, quand vous prenez les nouveaux marchés modernes, ce que j'ai vu à PK3, ça encourage. Vous irez acheter vos friperies dans de meilleures conditions, vous allez pouvoir les essayer. Et ce que vous voulez acheter là, vous avez une vision plus ou moins claire des choses et vous rentrez avec beaucoup plus de satisfaction. Et là, ça va dans l'intérêt aussi bien de ceux qui vendent, et des clients qui viennent acheter, du gouvernement aussi qui pourra aussi profiter de cette activité-là. Parce que telles que les activités se menaient dans le marché, à Missebo, qui a quelle place que tu connais? Et donc, en tant que gestionnaire de marché, tu peux aller lui demander des redevances s'il n'y en a pas. Merci. Donc, voilà la voilà, il faut quand même avouer, 1655 étals ont été érigés. Vous avez 293 boutiques de toutes sortes. Vous avez 216 hangars. Vous avez des magasins. Bien évidemment, Lokman Tigani, Missebo s'est réinventé, on pourrait le dire. Oui, c'est Cotonou qui se réinvente au jour le jour. Vous avez, après les marchés de proximité qui ont été améliorés, qui ont été construites et ouvertes pour les femmes, on se demandait qu'est-ce qui se ferait du grand marché de friperie de Cotonou. Ça a été amélioré, on a délocalisé le marché et moi j'ai eu la chance d'aller sur l'ancien site et d'aller sur le nouveau site et vous avez une satisfaction d'appartenir à un pays qui progresse, à un pays qui offre de meilleures conditions à toutes les couches de la population. Actuellement, c'est de meilleures conditions de vente. C'est un marché moderne que nous offrons, qui est offert aux populations. C'est vrai que vous entendez de petites frustrations sous prétexte que tout le monde n'a pas été installé. Nous sommes dans un processus. Ça a commencé il y a à peine 2 semaines. C'est vrai qu'on avait demandé depuis des mois à des gens de s'inscrire. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais ça va se corriger. Je reste convaincu que ça va se corriger. Mais comme je le dis aussi, tout le monde n'aura pas forcément une place dans le marché. Ceux qui n'auront pas de place, vous comprendront qu'ils doivent se réinventer, qu'ils doivent être plus résilients et se reconvertir à d'autres activités. L'autre chose, c'est que pour nous, n'ayons pas peur de le dire, visiteurs de ce marché, consommateurs des produits de ce marché, nous allons dans un cadre beaucoup plus aéré, beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé. Moi, je me souviens, avant quand on allait dans le marché, qu'un kidam vous appelle, vous tirez, vous amène dans un coin, fait sortir un couteau et vous prend vos sous et vous demande de partir. Le commerce est de seconde main. Avec des larmes. Donc vous avez un endroit qui est sécurisé, vous voyez sur les écrans. C'est beau, il y a des c'est moderne. De sécurité. Et quand vous lisez la satisfaction des usagers de l'ancien marché qui viennent vers ce nouveau marché, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils sont contents, ils sont fiers de se retrouver dans un espace comme ça. Ils vivent le bonheur, ils vivent la satisfaction de sortir d'un endroit plus ou moins précaire, d'un endroit insalubre, d'un endroit beaucoup plus sain, salubre, pour lequel l'entretien, la viabilité relève aussi de leurs responsabilités. On va finir de les installer, il faut communiquer avec les populations pour dire c'est pour vous, c'est vous qui devez entretenir ces marchés-là. Les toilettes, c'est vous qui devez les entretenir. Et pour les entretenir, vous devez être en mesure de payer les redevances. Vous devez être en mesure de respecter les heures d'ouverture et les heures de fermeture de ces marchés. Vous devez être en mesure de créer vous-même des conditions pour que l'usager qui vient dans ce marché
puissent avoir la satisfaction de venir et être satisfait et être content en voulant partir. Nous allons travers cela. On pourrait dire que la friperie, tout de même, les gens ne seront plus frustrés ou avoir honte de porter de la friperie. Oui, parce qu'il y a certains... ça valorise la friperie. Ça valorise. C'est de ça que je parle. Moi, je suis juste content que je ne traverserai plus le pont pour aller de l'autre côté, que en faisant 200 ou 300 pas, je serai au niveau du grand marché de friperie de Cotonou. Parce que vous n'êtes pas loin. Pas loin. Je serai au niveau du marché de friperie le plus moderne d'Afrique. Bon, il faut aussi ajouter que c'est par rapport à nos réalités. Porter de la friperie, c'est par rapport à nos réalités. Il faut espérer qu'un jour, et moi ce que je vais espérer, c'est que, vous savez, qu'on puisse produire localement et que nous ayons le pouvoir d'achat qu'il faut pour pouvoir aussi acheter ces choses-là que nous produisons et qui se produisent déjà, chez nous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, chers amis. Lukman Tigani, acteur politique, membre du Parti Le Républicain. Merci pour la disponibilité, pour les éclairages. Merci à vous, Mohamed Liamidi, analyste politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission, bien évidemment spéciale, touchant aux élections. Et nous en avons profité pour parler de l'ouverture de ce nouveau marché moderne de friperie à PK3 à Cotonou. Si vous n'avez pas encore fait donc un tour, vous pouvez aller visiter et vous nous en donnerez des nouvelles, bien évidemment. Merci de continuer par nous suivre sur le www.matinlibtv.bj et vous nous suivez également sur nos canaux digitaux Matin Lib TV, que ce soit YouTube, Facebook et puis TikTok. D'ici à la portée, vous bien agréable suite à chacun et à tous. À bientôt.